Trump, Chine, Europe, la guerre commerciale dégénère. La situation dégénère. On pensait que le chaos tarifaire de Trump était le point culminant, mais en réalité, ce n'était que le début. La Chine a répliqué. Brutalement, l'Europe s'en mêle, les marchés s'effondrent. Le Nasdaq a perdu plus de 600 points. Le S&P 500 vit sa pire journée depuis mars 2020. Et pourtant, Trump jubile. Il parle d'opérations chirurgicales réussies, il annonce que les marchés vont exploser à la hausse. On est entré dans une nouvelle phase de la guerre commerciale mondiale. Et les conséquences sont bien plus graves que ce que les médias racontent. Hier, je vous expliquais dans une vidéo comment toute cette histoire s'inscrivait dans un plan plus vaste. Un plan stratégique pour affaiblir le dollar, relancer l'industrie américaine et réorganiser le monde autour d'un nouvel ordre économique. Cette vidéo a fait énormément réagir. Et ce qu'on découvre aujourd'hui ne fait que confirmer cette théorie. Mais il y a un problème. Depuis cette annonce, le Bitcoin s'est effondré de plus de 7000 $. Pourtant, le Bitcoin ne dépend d'aucun État. Il ne subit aucun tarif douanier. Alors pourquoi chute-t-il avec les marchés? Est-ce une opportunité cachée ou un signe plus profond d'instabilité? Et surtout, une info majeure est passée inaperçue dans le flot des nouvelles. Une information que personne ne commente, mais qui pourrait bien tout changer dans les prochaines semaines. Je vous en parle à la fin de cette vidéo. Installez-vous bien. Ce qu'on va voir maintenant va plus loin que l'économie ou les cryptos. On entre dans une guerre ouverte où même la monnaie est une arme. Tout est parti du 2 avril. Ce jour-là, Donald Trump dévoile un tableau simple, mais explosif. Une nouvelle vague de tarifs douaniers imposés à plus de 100 pays. Des hausses allant jusqu'à 46%, avec une moyenne de 10 à 20%, y compris pour les alliés historiques des États-Unis. En 24 heures, le choc est mondial. Plus de 2 à 3 trillions de dollars s'évaporent des marchés. Le Nasdaq perd plus de 600 points. Le S&P 500 chute de 3,7%, une performance qu'on n'avait pas vue depuis mars 2020. Et au lieu de calmer les choses, Trump en rajoute une couche. Tout se passe comme prévu. C'est une opération, une phase nécessaire avant la prospérité. Mais à ce moment-là, tout le monde sait que la Chine ne va pas laisser passer ça. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Le 4 avril au matin, Pékin annonce une riposte claire, 34% de droits de douane supplémentaires sur tous les produits américains. Date d'entrée en vigueur, le 10 avril. Le message est brutal. Si vous taxez notre économie, nous taxons la vôtre, et plus encore. En coulisses, c'est un branle-bas de combat. Des centaines d'entreprises américaines, notamment agricoles, voient déjà leurs marges menacées. Et ce n'est pas tout. En Europe aussi, la tension monte. Emmanuel Macron appelle les entreprises françaises à suspendre leurs investissements aux États-Unis. Il promet une réponse plus massive que lors des précédentes tensions. Bruxelles, de son côté, travaille sur une liste de représailles tarifaires. Résultat, le monde est désormais divisé. Le commerce devient une arme, les alliances s'effritent. Et la guerre commerciale mondiale est officiellement lancée. Mais ce n'est que la surface visible du problème. Car sous le choc tarifaire, c'est le système monétaire mondial lui-même qui commence à trembler. Et dans ce nouveau chapitre, le dollar pourrait vaciller. Ce qui nous amène à une guerre encore plus dangereuse, la guerre monétaire. Ce qui se joue en ce moment, ce n'est pas seulement une guerre commerciale, c'est une attaque frontale contre l'ordre monétaire mondial. Car en théorie, quand les marchés paniquent, les investisseurs se réfugient dans le dollar. C'est le fameux flight to safety. On vend tout et on achète du dollar. Mais ce 2 avril, le dollar n'a pas monté, il a chuté. L'indice DXY, qui mesure la force du dollar face à un panier de devises majeures, a perdu 2% en quelques heures. Le yen, l'euro et même le yuan se sont renforcés. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis longtemps, le monde commence à douter. Douter de la fiabilité du leadership américain, douter de la stabilité du dollar, et même douter de la volonté des États-Unis à tenir leur rôle dans l'économie globale. Cette instabilité envoie un signal fort. Le système tel qu'on le connaît est en train de changer. Et certains pensent que ce chaos tarifaire n'est pas un accident, mais une stratégie. Une stratégie pour provoquer un ralentissement économique temporaire, forcer la Réserve fédérale à baisser ses taux, et ainsi refinancer la dette américaine dans de meilleures conditions. Un plan digne d'un joueur d'échecs ou d'un promoteur immobilier. Car Trump l'a dit lui-même, personne ne devient riche quand les taux sont hauts. Et toute sa carrière repose sur un principe simple, acheter, emprunter, réinvestir. Recommencer. Or, aujourd'hui, les États-Unis font face à un mur, 1 milliard de dollars par an, rien qu'en paiement d'intérêt sur la dette. Une pression énorme qu'une simple baisse de taux pourrait considérablement alléger. Et pour obtenir cette baisse, créer le choc, faire peur, geler les investissements, provoquer une récession légère, juste assez pour forcer la Fed à intervenir. Certains appellent ça du sabotage, d'autres un génie tactique. Mais pendant que les économistes débattent, une chose est sûre, les marchés sont en train de basculer. Et dans ce contexte ultra tendu, un actif aurait dû mieux s'en sortir. Un actif indépendant des gouvernements, des banques centrales et des taux d'intérêt. Pourtant, même Bitcoin a plongé.
Quand on regarde l'ampleur du choc, une question revient sans cesse. Pourquoi Bitcoin a-t-il plongé? Juste avant les annonces de Trump, le BTC cotait autour de 88 500 $. Quelques heures plus tard, il était à 81 000, une chute de plus de 8%, alors qu'aucune taxe, aucun tarif ne s'applique au Bitcoin. Logiquement, cet actif, censé être hors système, aurait dû servir de refuge. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et la raison, elle est simple. En période de panique, même les actifs décorrélés subissent des liquidations. On a vu des mouvements massifs vers les plateformes d'échange, notamment Coinbase, un bloc de 2500 bitcoins transférés d'un coup. Le message est clair. Certains gros porteurs ont préféré encaisser, se couvrir ou tout simplement fuir. Mais est-ce que ça veut dire que Bitcoin est fini? Non. Ce genre de mouvement n'a rien à voir avec les fondamentaux. C'est une réaction court terme liée à la peur, à la volatilité des marchés et à un besoin urgent de liquidité. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe sous la surface. Le ratio BTC par ETH, par exemple, commence à remonter. Autrement dit, certains investisseurs privilégiant Bitcoin à Ethereum, le considérant comme plus solide dans ce climat tendu. Et ce n'est pas tout. De plus en plus d'analystes évoquent l'idée que le BTC a été jeté avec l'eau du bain. Autrement dit, dans la panique, on a liquidé ce qu'on pouvait, y compris des actifs qui n'étaient pas concernés. Bitcoin n'a pas de frontières. Il n'est pas produit dans une usine. Il ne dépend d'aucune banque centrale, d'aucune autorité. Il ne peut pas être taxé à l'importation. Et c'est précisément cette neutralité qui, à long terme, pourrait le repositionner comme un actif clé dans la tempête. Mais pour ça, encore faut-il que les règles du jeu se stabilisent. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce que derrière ces chiffres, derrière ces annonces, il y a une mécanique bien plus opaque, des calculs faussés, des justifications bancales, et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Depuis plusieurs jours, Trump et ses conseillers martèlent le même argument. Nous appliquons des tarifs réciproques. Si un pays nous taxe à 30%, on leur met 30%. Sur le papier, ça semble juste. Mais quand on regarde les détails, quelque chose cloche. Prenez le cas du Vietnam. Selon les chiffres avancés par l'administration américaine, ce pays imposerait 90% de tarifs sur les produits américains. Résultat, les États-Unis appliquent 46% en retour. Problème, le tarif réel appliqué par le Vietnam est de 9,4%. Oui, 10 fois moins. Alors comment arrive-t-on à un chiffre aussi farfelu? C'est simple, l'équipe Trump a utilisé une formule maison. Elle prend le déficit commercial entre les États-Unis et un pays donné, le divise par le volume des importations et considère le résultat comme un tarif implicite. Puis elle divise ce chiffre par deux pour rester sympa. Ce calcul est totalement décorrélé de la réalité douanière. Il ne prend pas en compte les services, les chaînes de production globales ou la compétitivité réelle. Il repose uniquement sur un postulat: si on importe plus qu'on exporte, c'est que l'autre pays nous arnaque. Et c'est avec ce raisonnement que Trump applique des tarifs à 100 pays. Pas seulement la Chine, pas seulement des adversaires, des alliés, des partenaires, des voisins. Mais alors, pourquoi un tel niveau d'agressivité? Pourquoi prendre le risque de déclencher une riposte mondiale? Parce que ces chiffres ne sont peut-être qu'un point de départ, une première salve conçue non pas pour durer, mais pour négocier. Plusieurs conseillers de Trump l'ont laissé entendre. Ces taux ne sont pas définitifs, ce sont des plafonds. On veut forcer les autres à discuter. Autrement dit, Trump fabrique un chaos temporaire, dans le but d'imposer de nouvelles règles du jeu. Et pendant que le monde s'affole sur les chiffres, l'administration avance silencieusement vers son vrai objectif: réécrire les accords commerciaux à son avantage. Mais cette tactique du choc peut avoir des effets secondaires. Et parmi eux, un en particulier inquiète, car il pourrait changer durablement le visage du système économique mondial. Il y a plusieurs signaux faibles qui, mis bout à bout, montrent que la situation est loin d'être stabilisée. D'abord, la réaction de la Chine. On parle d'un pays capable de bloquer des ressources stratégiques comme les terres rares, essentielles pour produire batteries, composants électroniques ou même des missiles. Et cette fois, Pékin a déposé une plainte à l'OMC en accusant officiellement Washington de bullying commercial. Ensuite, l'Europe. Emmanuel Macron a pris position publiquement, exhortant les entreprises françaises à suspendre leurs investissements aux États-Unis. L'Union européenne prépare une riposte coordonnée, avec des droits de douane ciblés. Et surtout, une possible offensive sur la domination technologique américaine. Côté marché, le climat est de plus en plus nerveux. Le dollar chute alors qu'il est censé jouer le rôle de valeur refuge. Et ce signal est peut-être le plus inquiétant de tous. Car si le monde commence à douter du dollar, c'est tout l'ordre monétaire international qui est menacé. Et dans ce contexte, les rumeurs de désengagement progressif du dollar se multiplient. On parle d'accords bilatéraux hors dollar, de contrats commerciaux signés en yuan, en dirhams, voire en crypto. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le dollar perd son statut de monnaie de réserve, les États-Unis perdent leur pouvoir d'imprimer de la dette sans limite. C'est la fin d'un privilège. Et peut-être le début d'un nouvel ordre économique. Alors certains investisseurs se repositionnent discrètement. Ils prennent du bitcoin, du cash, de l'or et attendent la suite. Mais il y a un point que très peu d'analystes évoquent. Un point qui, s'il se confirme, pourrait forcer la Réserve fédérale à réagir plus tôt que prévu. Et cette réaction pourrait changer complètement le comportement des marchés dans les semaines à venir. La situation évolue vite. Entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, le climat est de plus en plus tendu. Et au milieu de tout ça, Bitcoin
Bitcoin semble avoir été pris dans la tempête. Mais contrairement aux actions ou aux devises traditionnelles, Bitcoin ne dépend d'aucun État, d'aucun tarif, d'aucune frontière. Et dans un monde en train de se fracturer, c'est peut-être sa plus grande force. Maintenant, reste à savoir si les marchés l'ont compris ou s'ils sont encore dans la panique. On en reparle demain. Et si vous voulez que je vous montre comment je m'adapte à tout ça en ce moment, mettez-le moi en commentaire. Et comme toujours, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. À très vite.